C'est bon, on l'a eu, le premier choc de cette Coupe du Monde 2026, Brésil-Maroc, c'était cette nuit, et faut absolument qu'on en parle. Des buts, du beau monde, et surtout une ambiance de fou. Allez, c'est parti, attachez votre ceinture. Ce match, ça a été l'occasion de voir du beau monde arriver à New York et d'avoir des nouvelles de certains joueurs. Neymar, lui, était forfait pour le match d'hier, mais ça l'a pas empêché d'être très impliqué et de presque devenir entraîneur adjoint. Ce choc s'est terminé sur un match nul 1-1, on revit les buts ensemble. Il y a une bonne passe, elle est magique cette passe pour le duel et le but marocain, l'ouverture du score du Maroc, Ismaël Saibari qui vient crucifier le Brésil et montrer que l'équipe, la meilleure du moment, n'est pas celle que l'on croit. Cross it, Vinny, cross it. Oh yeah, Vinny. Oh yeah, Vinny! Vinny Junior! Oh yeah, Vinny! Oh yeah, Vinny! Oh yeah! Oh yeah! Et évidemment, l'ambiance dans les rues de New York était au rendez-vous sous les yeux de Rémi. I came all the way from Canada just to watch the game, and I'm very happy with the result. E a torcida brasileira fez uma festa muito grande e eu fiquei muito orgulhoso de ser brasileiro. Rémi a aussi eu l'occasion d'aller en zone mixte après le match pour avoir quelques réactions. La plupart d'entre nous, c'était un premier match de Coupe du Monde. Après, bon, je pense qu'il ne faut pas trop s'enflammer non plus. C'est bien ce qu'on a fait, il faut pas non plus s'enflammer. On va travailler pour améliorer beaucoup de choses pour ce prochain match. Toi tu le connais, mais le monde l'a découvert, le petit Boadi il a été énorme. Ah, avec Hakimi. Prendre un point contre le Brésil en Coupe du Monde, c'était quelque chose d'impensable pour le Maroc il y a encore quelques années. Les Lions de l'Atlas ont passé 2 décennies sans mondial, pas une seule Coupe du Monde entre 1998 et 2018. Mais le statut du Maroc a complètement changé aujourd'hui, avec notamment 2022 et la demi-finale au Qatar, une première dans l'histoire pour un pays africain. Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a mis beaucoup de moyens pour faire progresser le football au Maroc. C'est aussi en grande partie sa réussite aujourd'hui, avec la création de beaucoup de stades, beaucoup de terrains d'entraînement. Aujourd'hui sur Brut, on vous explique comment le roi Mohamed VI a mis le paquet pour mettre son pays sur la carte du football mondial. Jusqu'à son parcours incroyable au Qatar et cette demi-finale perdue contre la France, le chemin du Maroc a été long. Il y a encore 20 ans, les Lions de l'Atlas semblaient à des années-lumière du succès. Les clubs n'avaient pas systématiquement une volonté de former des joueurs. Les joueurs étaient des joueurs qui étaient plus ou moins identifiés dans la rue. Il y avait des championnats de jeunes, mais c'était pas des championnats où il y avait une vraie expertise. Les coachs étaient des anciens joueurs, mais être un ancien joueur n'est pas un expert de football. La création de l'Académie Mohamed VI a créé carrément une autre dimension. L'Académie Mohamed VI, la première pierre fondatrice du renouveau du foot marocain. Every aspect is carefully prepared. Impeccably maintained pitches, exemplary logistics. Ici, on est plus sur ce qui correspondra à Clairefontaine en France, donc c'est le lieu de concentration des équipes nationales marocaines. On va visiter la salle de sport, qui est une énorme salle de sport qui est dans les meilleurs standards internationaux. En tout cas, c'est ce qu'avait dit M. Gianni Infantino, président de la FIFA, quand il est venu au Maroc. Il avait d'ailleurs dit qu'on était dans le top 3 de l'infrastructure du football au niveau mondial. 11 terrains, 550 lits, un centre médical de 6000 m², restaurant, salle de sport, piscine. Mais pour mettre ça en place, encore faut-il des moyens et une vision au plus haut niveau de l'État. C'est d'abord et avant tout une volonté royale qui part du palais et qui justement est la seule capable d'impulser sur des fonds royaux un changement complet de stratégie et j'ai envie de dire d'échelle pour le football au Maroc. La première pierre de cet établissement prestigieux a été mise en place le 16 mai 2008 et inaugurée le 28 mars 2010 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Cette vision nouvelle, elle commence donc en bas, à la formation. Et pour accompagner les jeunes prodiges marocains, le royaume nomme à la tête de son Académie Mohamed VI un technicien passé par les centres de formation de Cannes, du Havre ou encore de Strasbourg, Nasser Larguet. Ma feuille de route, c'est de dire, voilà, j'ai besoin de 3 choses. Trouver les bonnes personnes à tous les niveaux, que ce soit la lingère, que ce soit les profs, que ce soit le jardinier, que ce soit le surveillant, que ce soit les coachs,
les administratifs. La deuxième, c'est l'infrastructure. Et la troisième, que j'ai dite au départ, c'est le temps. Est-ce que vous allez laisser le temps? Parce que le process de développement des jeunes, le process du développement du foot dans un pays, ça ne se fait pas en 1 an, 2 ans, 3 ans. Une véritable mine d'or de talent. L'Académie adopte le modèle sport-études similaire aux centres de formation internationaux de haut niveau. Je pense que sans l'Académie, le football marocain ne serait pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, les résultats sont là. Naïef Aguerd, Youssef Nessiri ou encore Azzedine Ounahi sont passés par l'Académie Mohamed VI. L'équipe du Maroc, U20, a été championne du monde. Il y a beaucoup de joueurs qui sont formés à l'Académie Mohamed VI qui en faisaient partie. Pour concrétiser l'ambition royale, un homme a aussi joué un rôle crucial, Fouzi Lekja. C'est le président de la Fédération marocaine de football depuis 2014. Au moment où il arrive, Fouzi Lekja dit à Patrice Baumel, Hervé Renard, etc. Il faut qu'on se prépare comme si on voulait gagner la Coupe du Monde. Le football national est confronté à un certain nombre de défis qui s'imposent et qu'il faut relever. Il est numéro 2 de la Confédération africaine de football, la CAF. C'est quelqu'un surtout qui se donne les moyens de son ambition. En fait, il ne parle pas seulement, il agit. Avec Fouzi Lekja à sa tête, le foot marocain continue de grandir. Le président de la fédération décide aussi de nommer un nouveau directeur technique national, Nasser Larguet. On a mis l'accent sur 2 choses. Essayer d'implémenter la philosophie qu'on a développée pendant 7 ans avec l'académie dans les clubs. La deuxième, c'était la formation des entraîneurs. Et puis, travailler au niveau des régions, avec les ligues régionales. On a obtenu l'autorisation du président d'avoir des ressources payées par la fédération. La première année, quand il est arrivé, il a quand même construit 100 terrains synthétiques pour le monde amateur. Le Maroc fait aussi un gros travail auprès de sa diaspora. La fédération se rapproche des binationaux qui font partie aujourd'hui des meilleurs joueurs de la sélection marocaine. Les premiers qu'on a sollicités, c'est Hakimi qu'un de nos recruteurs qu'on avait en Europe me l'avait signalé, il avait encore 16 ans. Il y avait Mazraoui qui avait 17 ou 18 ans, et Amrabat et tous ces joueurs-là. Ce processus a donc mené à cette demi-finale du Mondial 2022 et à une finale ou à un titre en fonction de votre camp, à la CAN 2025. Des résultats qui concrétisent une ambition royale qui va bien au-delà du terrain de foot. Ça va accompagner une politique d'aménagement des territoires et de développement du Maroc. Quand on regarde la dernière CAN, si on accepte le quart d'heure de folie plutôt dramatique de la finale, le reste est réussi. Le Maroc a montré le meilleur de lui-même, notamment en termes d'infrastructure, de capacité d'accueil. Il a montré sa capacité à se hisser au niveau des standards internationaux les plus exigeants. Sauf que ces investissements ont un prix, et un prix qui passe mal auprès d'une partie de la population marocaine. En 2025, les manifestations du mouvement Gen Z ont secoué le pays. Pour eux, il était inconcevable que l'on dépense autant d'argent dans les manifestations sportives telles que la CAN. La CAN, c'est 2,7 milliards d'euros d'investissement, donc entre les stades, entre les infrastructures routières, hôtelières, la Coupe du Monde 2030, dans 4 ans. Rien que le stade SN2 qui est construit à côté de Casablanca, si je dis pas de bêtises, le coût de sa construction, officiellement, il correspond à 10% du budget d'investissement de l'État. Ces contestations ont aussi touché le milieu du foot. En octobre, le groupe Rosso Verde, qui supporte la sélection, avait soutenu le mouvement en boycottant 2 matchs du Maroc. Plusieurs internationaux avaient aussi pris la parole sur les réseaux sociaux. Le plus parlant, je pense, c'est Naïef Aguerd qui joue à Marseille. Il y a eu aussi Ounahi, si je dis pas de bêtises. Il y a eu Bounou. Il n'y a pas eu un message où on dit je me solidarise avec la Gen Z, texto comme ça. Et je dénonce la manière avec laquelle les forces de l'ordre ont réagi lors de certaines manifestations. Je rappelle qu'il y a eu quand même des morts dans certaines d'entre elles. Malgré ces contestations, le foot et le royaume marocain poursuivent leur marche en avant vers une échéance majeure, l'organisation, avec le Portugal et l'Espagne, de la Coupe du Monde 2030. Il y a une finalité évidemment politique et géopolitique derrière cette ambition. La première ambition, c'est qu'on s'aligne tous derrière le Maroc et derrière le roi. La victoire et la croissance liée au football et au développement de ce type d'initiative forcément renforcent la monarchie et l'adhésion. Et puis du point de vue géopolitique, c'est une manière de se positionner par rapport aux grands rivaux maghrébins, à commencer par l'Algérie. C'est une manière aussi de travailler la question du Sahara occidental de manière plus simple par le sport.
Et on a vu, ça fonctionne. On a vu l'alignement de l'Espagne sur la position marocaine, on a vu la position française aussi s'aligner. Et puis derrière, à l'échelle du continent, le Maroc est devenu une des bases arrières de la FIFA et de la CAF, la Confédération africaine de football. Et ça, c'est une manière de se mettre au même niveau finalement que l'Afrique du Sud, que le Nigeria et les grands acteurs du continent, et donc de rayonner au-delà. Le Maroc a pleinement compris ce qu'on pouvait faire de manière complexe avec le football, et c'est pour ça qu'il a développé cette stratégie. Les autres matchs la nuit dernière, c'était Haïti-Écosse et Australie-Turquie, et là aussi, il y avait de l'ambiance. Peu importe combien j'ai payé, ça valait le coup parce que c'est Haïti. C'est la première Coupe du Monde en 52 années. Tout le monde ici le voit pour la première fois. Ça valait chaque sou et même plus. C'est merveilleux, c'est fantastique. On allait faire une explosion, on va faire une explosion. J-2 avant l'entrée en lice des Bleus contre le Sénégal. Warren Zaïre-Emery est prêt pour ce match, même s'il devait être amené à remplacer Mike Maignan dans les cages. Le coach m'a mis sur le dernier entraînement latéral gauche. Il est venu me voir, il m'a demandé si au contraire ça me dérangeait. Je lui ai dit franchement moi il y a aucun souci. Si vous voulez me mettre au goal tant que je joue, c'est avec plaisir. Côté sénégalais, le groupe vit bien aussi, avec notamment les bizutages de Bara Sapoko Ndiaye et Pape Mamadoussi. À Boston, il y a l'équipe de France, certes, mais est-ce que les Bleus sont vraiment les mecs les plus techniques de la ville ? Bah pas sûr. Les matchs cette nuit, c'est Allemagne, Curaçao et Côte d'Ivoire-Équateur dans le groupe E, puis Pays-Bas-Japon et Suède-Tunisie pour le groupe F. Et si jamais vous étiez inquiet après 4 jours de Coupe du Monde sans l'avoir trouvé, rassurez-vous, c'est bon, on l'a, ça y est, on a trouvé l'animal qui pronostique les matchs cette année. L'Espagne de son côté jouera lundi soir et avec la chaleur, on a carrément dû sortir les gilets rafraîchissants pour s'entraîner dans le Tennessee. Le Canadien Alphonso Davies a croisé un supporter qui portait un maillot avec son nom dessus, sauf que il a eu visiblement un peu de mal à reconnaître son idole. Wow, it's a great jersey. Yeah, I just want to say, I love your jersey. Let me see who's in the back. Let me see. Yes. Pour lui, ça va être compliqué de faire des stories. Image sympa de l'entraînement de la Corée du Sud où le Parisien Lee Kang-in s'est vu confisquer son téléphone. La cérémonie d'ouverture avant Mexique-Afrique du Sud, c'est assez loin maintenant, mais on était obligé de vous montrer cette vidéo prise au-dessus du stade Aztec. À New York, on vous a parlé de l'atmosphère autour de Brésil-Maroc, mais on a encore plus dingue à vous montrer. Cette nuit, l'équipe de basket des Knicks de New York est devenue championne NBA contre les Spurs de Victor Wembanyama, et l'ambiance est complètement dingue. On vous laisse profiter de ces images et on vous dit à demain sur Brut. In the club, let them make it rain like war, nigga. We don't fall with you. I'm a boys, nigga.